Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 4 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, mercredi 4 juin. J'espère que vous allez bien, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. On va faire le point ensemble sur les plus récents développements dans l'actualité, ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Et encore une fois, on va commencer l'émission en parlant de ces feux qui, évidemment, font rage dans l'ouest du pays, notamment en Saskatchewan. Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Parce que il n'y a pas de bonnes nouvelles en provenance de la Saskatchewan au cours des dernières heures. On avait parlé de cette municipalité, une des villes, ou sinon la ville la plus importante au nord de la Saskatchewan, La Ronge. Et là, on a des confirmations que le feu est entré dans la ville de La Ronge. Le maire confirme que certains bâtiments, la quincaillerie par exemple, a été la proie des flammes. Le feu qui est entré dans cette ville, vous le disiez, très importante pour le nord de la Saskatchewan. C'est là que se trouve l'aéroport. C'est là que c'est de là que partent les services qui sont ensuite distribués dans le nord. Les gens évacués, je vais aussi vous raconter comment ça s'est passé pour les personnes qui ont dû quitter La Ronge en début de semaine. Situation très difficile, les vents ont soufflé très fort. Hier, ça s'est calmé, mais le mal est fait. Le brasier qui a commencé à détruire certains bâtiments de la ville de La Ronge. Ça doit être absolument terrible comme sentiment et des gens l'ont vécu par les années passées, d'être évacués et de voir donc sa ville, l'endroit où l'on vit, c'est ça, être brûlé, être réduit en cendres. Évidemment, des heures d'angoisse pour bien des gens. On va y revenir dans les prochaines minutes. On va aussi ensemble parler, évidemment, de ces tarifs, parce que depuis minuit une, ces tarifs ont augmenté aux États-Unis sur l'acier, sur l'aluminium, passant à 50 %. Il y a des gens très inquiets au pays, entre autres en Ontario, surtout pour l'acier, au Québec, pour l'industrie de l'aluminium. Élise Jeté sera avec nous pour nous faire entendre les réactions depuis que c'est effectivement officiel, depuis que le décret présidentiel est entré en vigueur. Véronique Méran est à mes côtés pour les prévisions de la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. On va faire un lien avec ce que Vincent disait sur les feux de forêt, parce qu'on a vu hier ce ciel très orangé. Donc, cette fumée qui vient voiler un peu le ciel, mais en même temps, pas d'odeur, une qualité de l'air qui ne se dégrade pas tant que ça malgré tout. Exactement, parce que ça reste en altitude. Donc, les particules polluantes sont vraiment en très, très haute altitude. Donc, oui, ça vient altérer la couleur du soleil. On l'a vu au coucher hier, un peu plus rougeâtre. Notre ciel voilé aussi en journée. C'était pas un soleil franc. Exact. Ce sera le même scénario aujourd'hui. Prévision pour ce qui est de la qualité de l'air. En ce moment, elle est bonne dans le Grand Montréal, Laurentides, Lanaudière, le secteur de l'Outaouais, Québec. Acceptable pour aujourd'hui. Donc, ça pourrait se détériorer un petit peu, mais pas atteindre des seuils critiques. Et il y aurait amélioration au cours de la journée de jeudi pour ce qui est de la qualité de l'air. Mais sinon, dans l'ensemble, cette fumée-là qui a voyagé jusqu'en Europe, on l'a vu hier avec l'organisme Copernicus qui surveille ça. Là non plus, la qualité de l'air n'a pas été altérée, mais quand même, des particules qui voyagent en haute altitude comme ça sur une si grande distance, c'est assez impressionnant. Malheureusement, pour ce qui est des conditions dans l'ouest avec les feux, il n'y aura pas d'amélioration en ce qui a trait à la météo. C'est pas trop chaud, mais c'est encore venteux. Pas de précipitation non plus beaucoup. Pas avant samedi, puis on parle de quelques averses seulement. Alors, ça reste à surveiller. D'ici là, c'est la chaleur qui prend le relais. On l'a senti un peu hier. Il a fait 25 sur le sud du Québec. Aujourd'hui, on devrait atteindre la trentaine de degrés, 28, 30, 31 par endroit. Record possible à Montréal, en Estrie et du côté de Gaspé. Ça reste à surveiller. Pour ce qui est des vents, sud-ouest, 30-50 km à l'heure, donc plus venteux qu'hier. Et en cours de soirée, le ciel va commencer à s'ennuager. Il pourrait y avoir quelques averses, risque d'orage du côté de l'Outaouais. Les températures la nuit prochaine seront autour de 16 à 20 degrés. Demain, jeudi, des éclaircies tôt le matin, mais là, c'est l'instabilité qui entre avec l'approche d'un premier système. Alors, probabilité d'averse, risque d'orage, 40-60 % à partir de la fin de matinée jusqu'en
jusqu'en début de soirée. Les températures seront encore très estivales. Il y aura encore un peu d'humidité dans l'air, 26-28 degrés au thermomètre. Et il fera plutôt beau vendredi. On parlera d'un ciel variable. Pour ce qui est de l'Abitibi, déjà, les nuages et les premières averses feront leur entrée aujourd'hui. Les températures chutent un peu comparativement à hier, mais vont remonter demain. Le maximum, c'est 22. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le soleil va dominer. La chaleur, c'est pour le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent surtout. La Gaspésie également, mais la Côte-Nord, on y échappe. 16, c'est le maximum. Sinon, c'est du 26 à 30 pour la plupart des secteurs. En territoire ontarien, on est affecté par la fumée aussi. Il y a des avis sur la qualité de l'air sur le nord de l'Ontario. Ciel variable dans l'ensemble, brumeux par endroits en raison de la fumée. Température assez élevée sur la portion sud, c'est du 28-30, 25 dans le nord de l'Ontario. On parlait d'un dégagement à Vancouver. Ça va se faire aujourd'hui, 18-23 degrés. Et dans les prairies, en général, beau le matin, variable par la suite avec un risque d'orage de fin de journée. Et les températures sont dans la jeune vingtaine. Donc, c'est pas de la grosse chaleur, mais on l'a dit, ce sont des vents et surtout des conditions qui vont demeurer encore très sèches. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. 4 secondes, 3 secondes. Tir devant, on a raté la cible. Tir du revers à la toute fin, barré-boulet. Le Rocket de Laval est éliminé en 4 matchs par les Checkers de Charlotte. C'est comme ça que la partie s'est terminée. Olivier Pellerin au sport, bonjour. Bonjour. Donc, le Rocket de Laval, c'est le club école des Canadiens de Montréal, a été éliminé, balayé donc en 4 parties dans cette finale de l'Est. Vous l'avez dit, c'est comme ça que le match s'est terminé. C'est comme ça que la saison du Rocket de Laval a pris fin hier dans ce match numéro 4 à Charlotte. Un match qui a été remporté 3-2 par les Checkers. Dans un match aussi où il faut dire par contre que le Rocket s'est beaucoup mieux défendu que par les 3 premières rencontres de la série qui ont été pratiquement sens unique là, en faveur, bien sûr, des Checkers de Charlotte. Hier, c'était 2-2 jusqu'en fin de 3e période et malheureusement, il y a eu une mésentente entre Zach Hayes et le gardien de but du Rocket, Jacob Fowler. Il y avait une rondelle qui se présentait devant lui dans la zone du Rocket. Les deux ont voulu aller jouer la rondelle. Manque de communication. Il y avait Yessi Pouliou-Harvey qui a hérité de la rondelle et il s'est retrouvé seul devant le filet qui était laissé béant. Et il a marqué ce but de la victoire avec environ 2 minutes à faire au match. Là, et ça a scellé l'issue de la rencontre et scellé l'issue de cette saison. Une saison qui sera marquée, de un, cette série finale par la fierté de l'entraîneur Pascal Vincent. Malgré, oui, les insuccès de son équipe, il est très heureux du parcours de ses joueurs. Est un peu déçu, bien entendu, de l'issue de cette série. Mais on a beaucoup parlé aussi de l'apprentissage de ces jeunes joueurs qui se sont amenés avec le Rocket de Laval cette année. Entre autres, Jacob Fowler en est un bon exemple. Jeune gardien qui se présente là, à la toute fin de saison du Rocket et qui a réussi à s'en tirer plutôt bien en séries éliminatoires. Donc ça, pour lui, c'est encourageant. Et j'imagine que ce l'est aussi pour le Canadien de Montréal qui a quand même vu un long parcours de ces jeunes joueurs qui ont beaucoup appris dans la Ligue américaine et qui pourront peut-être utiliser cette expérience une fois qu'ils feront le saut avec le Canadien. Parce qu'ultimement, c'est le but aussi de développer des joueurs qui vont faire le saut avec, comme on dit, le grand club. Voilà. OK, mais en parlant de grand club et de hockey, finale de la Coupe Stanley, ça commence ce soir. Les Panthers vont affronter les Oilers et ça va jouer à Edmonton ce soir. Oui, ça c'est la différence par rapport à la saison dernière puisque la finale de la Coupe Stanley qui opposait les deux mêmes équipes débutait donc en Floride et là cette fois, les Oilers d'Edmonton ont la chance d'être à la maison pour débuter cette finale de la Coupe Stanley. Hier, il y avait d'ailleurs journée média où les joueurs s'adressaient là un peu comme on le voit dans d'autres ligues comme par exemple la NFL là, avec des podiums. Les joueurs se présentent, tous les médias sont là, on pose plusieurs questions. Bien entendu, Connor McDavid en était un très populaire joueur hier. On lui a demandé quelle est la différence par rapport à l'an passé. Il dit cette année, tout a l'air plus normal. On savait qu'on avait le talent pour être ici et on est en finale de la Coupe Stanley très confortable, un peu moins stressé. Ça paraissait monumental l'an dernier. Mais là, on sait qu'on a tout fait ce qui était nécessaire pour se présenter ici cette année. Donc, match qui aura lieu ce soir. Première rencontre de cette série. C'est à 20h, cette rencontre, et ce sera intéressant de voir qui aura les dessus cette fois-ci. Je vous rappelle que ce sont les Panthers qui avaient remporté la Coupe Stanley la saison dernière. Peut-être une Coupe au Canada depuis 1993, le retour de la Coupe Stanley. C'est très attendu. On verra. Merci. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonne journée. Bonne journée.
Oui, Vincent, Véronique le disait, malheureusement, sur le plan de la météo, il n'y a pas nécessairement de bonnes nouvelles à court terme dans l'ouest du pays. Pas de grandes précipitations, d'importantes précipitations dans les prochaines heures ou les prochains jours. On est quoi? 30 000 personnes évacuées au cours des derniers jours qui sont parties surtout du nord de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Alberta pour être donc évacuées vers le sud des provinces. Ouais. Des dizaines d'incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés. C'est le cas en Saskatchewan où, on le disait au début de l'émission, le brasier s'est finalement propagé jusque dans la municipalité de La Ronge. Oui, La Ronge, pour vous situer, c'est la dernière grande ville. Là, grande ville, c'est la dernière ville au nord de la Saskatchewan. C'est vraiment la ville de service pour les populations qui vivent au nord. C'est la porte d'entrée pour tous ceux qui veulent profiter de la nature. Les lacs sont magnifiques. C'est un secteur qui attire des touristes amateurs de pêche. Et là, eh bien, le feu a franchi la route et est maintenant entré dans la ville de La Ronge. Il faut dire qu'avec des rafales frôlant les 90 km/h hier, ça a compliqué les interventions des pompiers. Il y a des zones barrières qui ont été conçues pour retenir ce genre de catastrophe. Ça n'a pas suffi. Les vents ont projeté des brasiers là, à des centaines de mètres plus loin. Et selon le maire de La Ronge, Joe Ordersky, plusieurs bâtiments ont déjà été détruits. Ça inclut une quincaillerie, une quinzaine de maisons. Le poste de ravitaillement des avions-citernes a été endommagé. De sa mémoire, c'est la première fois que le feu s'infiltre aussi profondément dans le centre urbain. Le maire Ordersky est resté sur place avec les pompiers. On va l'écouter. We're down to one doctor. The nurses have left. It's pretty scary. Donc, le maire qui dit qu'il reste, lui, en ville, les pompiers. Il y a un docteur qui est encore là. La situation est très inquiétante. Il y a un commerçant de La Ronge qui a raconté à nos collègues de la Saskatchewan que les caméras de surveillance fonctionnent encore devant son commerce. Et c'est très désolant pour lui puisqu'il peut voir les flammes s'approcher des bâtiments qui sont de l'autre côté de la rue. Des moments angoissants, je le disais au début de l'émission, pour tous ces gens-là qui sont évacués. Et l'évacuation comme telle, et certains l'ont raconté, ça s'est fait dans des conditions très difficiles. C'était en début de semaine, très intense, trajet de 2h30 en temps normal qui a pris plus de 7 heures pour certaines personnes. Il n'y a qu'une route qui quitte La Ronge, c'est la route 2. Tom Roberts est arrivé sain et sauf à Prince-Albert. Sa famille a quitté à bord de plusieurs voitures. Là. Ils sont nombreux. Il nous raconte comment il a vécu cette évacuation-là. Waiting is the hardest thing on any evacuation. When do we evacuate? When can we get ready? Donc, Tom Roberts dit à quel point l'attente est angoissante. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on ne part pas? À quelle heure? Finalement vient le temps de prendre la route. On écoute comment le résident de La Ronge a vécu ça. There was fire burning on both sides of the road. And to me, that's too close for comfort. Il y avait des arbres qui brûlaient de chaque côté de la route. C'était vraiment pas rassurant. Et la route 2, c'est la route principale, mais c'est pas une grande autoroute, là. C'est une route de campagne avec pas beaucoup de dégagement de chaque côté. Ça veut dire que les arbres sont proches. Ça veut dire que c'est assez épeurant quand les arbres brûlent de chaque côté. Vous avez peut-être vu ces images, on le répète un peu à chaque fois dans ces situations-là, mais des images de fin du monde très rouges. Ouais. On voit les flammes, la fumée également. Ça complique tout ça, évidemment, l'évacuation. Imaginez une longue file de voitures qui roulent et soudainement un mur de fumée à travers duquel on ne voit plus rien. Là, c'est vraiment là que M. Roberts a vraiment eu peur. That, I tell you, was the hardest and the scariest and frightening. Driving through smoke. And the RCMP told us, drive slow. Don't stop, there's heavy smoke. Une scène assez terrifiante. La GRC les avait prévenus de conduire lentement, de surtout ne pas s'arrêter parce qu'il y a d'autres voitures qui sont en arrière. M. Roberts explique qu'à un moment, la fumée était tellement dense qu'il ne voyait plus la route, il ne voyait plus les lignes au sol. Dans son rétroviseur, il ne voyait même pas les phares de la voiture de sa femme qui le suivait pourtant. Finalement, tout le monde est arrivé sain et sauf à Prince-Albert. Il y en a, par contre, qui n'avaient pas d'endroit où coucher. Fait qu'après toute cette route-là, il y a des gens qui ont dû dormir dans leur voiture. Vraiment pas évident, là, cette situation. 30 000 personnes évacuées, ça prend autant de place pour loger, accueillir ces gens-là. Tout un défi logistique, en effet. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Parlons d'abord de ce nouveau rapport qui propose d'accueillir 90 000 résidents permanents par année au Canada.
Rapport de l'Institut du Québec publié ce matin qui propose de hausser temporairement les seuils d'immigration permanente à 90 000. Ça, c'est près de 2 fois plus qu'envisagé par le gouvernement du Québec. L'objectif de tout ça, c'est de réduire la dépendance à l'immigration temporaire en donnant la priorité aux travailleurs étrangers et aux diplômés, écrit la presse ce matin. Vous avez aussi un texte dans Le Devoir qui s'est entretenu avec Emna Brahan, qui est PDG de l'Institut du Québec, et qui résume en entrevue tout le périlleux de l'exercice qui s'amorce pour le gouvernement du Québec. Elle dit l'immigration ne règle pas tous les problèmes, pas plus qu'elle n'est la source de tous les maux. Dans une des multiples analyses de son équipe, l'Institut du Québec démontre que l'immigration en 2 étapes donne de bons résultats. L'immigration temporaire et l'immigration permanente sont des vases communicants, dit Emna Brahan en entrevue avec Le Devoir. Et la presse ce matin nous dit que ça diffère de ce qui est envisagé actuellement. Des intentions de Québec examine 3 scénarios pour l'immigration permanente, tous sous la barre des 50 000 par année, selon des informations obtenues par Le Quotidien. En une du Journal de Montréal, plusieurs migrants s'enlisent à la frontière canado-américaine. Image assez impressionnante que vous pouvez voir ce matin à la une du Quotidien de Québécois, des migrants qui sont venus traverser illégalement la frontière hors des sentiers battus à bord d'un véhicule. Ils étaient des dizaines l'an dernier à utiliser ce stratagème, nous dit le Journal de Montréal ce matin. Beaucoup de gens, à un point tel, Mathieu, que les autorités au Vermont ont décidé de déposer une longue rangée d'imposantes roches en bordure d'un champ disposées à cet endroit précis pour barrer la route aux passeurs et aux migrants qui souhaitent échapper aux autorités. En 2023-2024, les Américains ont recensé un total de 172 incursions à bord de véhicules en provenance du Canada dans le secteur de Swanton qui borde le Québec, un peu l'Ontario aussi. Et de toute la frontière, nous dit le journal, la frontière américaine avec le Mexique et le Canada, Swanton est même l'endroit où cette méthode est devenue la plus populaire. Un nouveau projet de loi pour améliorer la sécurité à la frontière. Ça a été présenté hier par le gouvernement Carney. Et c'est la une, Mathieu, ce matin du Globe and Mail. Les libéraux qui proposent des restrictions importantes en matière de demande d'asile et d'immigration. Le projet de loi élargirait aussi les pouvoirs de la GRC, notamment. Donc, il limiterait considérablement le nombre de demandeurs d'asile au Canada et donnerait aux autorités le pouvoir d'annuler massivement les demandes d'immigration. Le projet de loi présenté hier comprend aussi des mesures de sécurité à la frontière, des mesures de grande envergure, dit le Globe, qui visent à réduire le flux de drogue et de marchandises illicites en provenance du Canada. L'un des premiers textes législatifs proposés par le gouvernement de Mark Carney qui va beaucoup plus loin, nous dit le Globe, que les changements souhaités par son prédécesseur Justin Trudeau. Et puis, la Corée du Sud a un nouveau président. Le candidat du Parti démocrate et le grand vainqueur du scrutin organisé hier, Lee Jae-myung, le nouveau président qui sera investi officiellement aujourd'hui. Vous avez des réactions de la presse sud-coréenne ce matin sur le site du Courrier international. C'est aussi la une du South China Morning Post. Et vous avez la chronique à lire de Laura Julie Perrault dans les pages numériques de la presse, l'échappée belle des Sud-Coréens. Merci, Gabriel. Bonne journée à demain. Bonne journée. À demain, ciao. Alors, depuis quelques heures maintenant, ces tarifs imposés par Washington sur l'acier et l'aluminium, c'est en vigueur. C'est passé de 25 à 50 %. Élise Jeté est avec nous. Bonjour, Élise. Bonjour, Mathieu. Alors, le président américain dit vouloir s'assurer que les importations ne vont pas mettre en péril la sécurité nationale. Oui, ce qu'il soutient, c'est que les droits de douane imposés jusqu'ici ont quand même aidé les prix sur le marché américain, mais qu'ils n'ont pas permis aux industries d'assurer leur pérennité dans le but de faire face au reste du monde. À Ottawa, évidemment, cette hausse des tarifs sur l'acier et l'aluminium a été vivement dénoncée maintenant qu'elle est officielle. Le cabinet du premier ministre Mark Carney a décrit les tarifs comme étant illégaux et injustifiés. On nous assure aussi que le gouvernement du Canada s'engage dans des négociations en temps réel pour essayer d'éliminer ces tarifs-là grâce à un éventuel partenariat qui serait économique et sécuritaire, donc avec la sécurité également avec les États-Unis. Mark Carney dit aussi que chaque dollar récolté jusqu'à maintenant à la suite des représailles du Canada
Canada va servir à soutenir les travailleurs et les entreprises là, qui pourraient être inquiets aujourd'hui de voir arriver les nouveaux tarifs américains. Et hier, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, était d'ailleurs à Washington avec le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, des discussions pour essayer de faire reculer finalement le gouvernement américain, mais ça a toutefois pas fait broncher le président. Mais ça a quand même permis au gouvernement canadien de nommer ses inquiétudes et ses priorités. Je vous invite à entendre le ministre Leblanc. On a expliqué comment les augmenter d'un autre 25 % sera très difficile pour l'économie du Canada et des États-Unis. Et ça demeure un sujet de conversation. Moi, j'ai tout à fait l'intention de continuer de travailler jusqu'à ce qu'on arrive évidemment à zéro tarif. Beaucoup d'inquiétudes chez les entrepreneurs, chez les entreprises canadiennes. Bien oui, évidemment. Le son de cloche de l'industrie au pays, c'est qu'à 50 % de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, les transactions de part et d'autre de la frontière vont devenir presque impossibles. Là, c'est difficile à imaginer pour eux. Et comme la plupart des alumineries canadiennes se trouvent au Québec, c'est un coup dur pour l'économie de la province, évidemment. Il faut savoir aussi que les États-Unis importent près du quart de l'acier qu'ils utilisent en ce moment et les Américains sont encore plus dépendants de notre aluminium. Le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, s'attend même à ce que ça paralyse l'industrie. Déjà à 25 % de tarifs jusqu'à aujourd'hui, il y avait une certaine tension sur le marché. Mais à 50 % c'est plus une tension, là, c'est vraiment de la destruction. Ça veut dire qu'on va voir le début, l'amorce d'une paralysie là, dans les transactions de métal de part et d'autre de la frontière. Les acheteurs ne pourront pas supporter un tarif de 50 %. Les vendeurs ne voudront pas supporter un tarif de 50 %. C'est ça, comme M. Simard le dit, les spécialistes le disent aussi, même du côté des États-Unis, cette décision-là ne tient pas la route vraiment. C'est que pour répondre à tous leurs besoins en acier et en aluminium, les États-Unis auraient à mettre sur pied de nouvelles entreprises. Ça va coûter cher, ça va être long. Et comme l'explique d'ailleurs le stratège en chef chez IA Groupe Financier, Sébastien McMahon. Bâtir des nouvelles fonderies, ça prend quelques années. Est-ce que vraiment les compagnies vont commencer des projets quand ils ne savent pas ça va être quoi après Trump? Penser qu'il va y avoir de la volatilité à court terme, encore une fois, mais à long terme, est-ce que c'est tenable, toute cette situation-là? Pour les Américains, probablement pas. Là. Et ailleurs dans le monde, il y a le Royaume-Uni qui est un cas singulier en ce moment, qui est exempté de cette nouvelle hausse. Le taux va rester à 25 % le temps de permettre leur arrangement commercial. Il va entrer en vigueur sous peu. Et pour l'instant, le gouvernement Carney n'a pas l'intention non plus de riposter aux tarifs annoncés par l'administration Trump. Le Canada est plutôt en négociation active, c'est ce qu'on nous dit du côté d'Ottawa. Merci beaucoup, Élise. Bienvenue. Bonne journée. Évidemment qu'il y aura d'autres réactions aujourd'hui à la suite de l'imposition de ces tarifs sur l'acier et l'aluminium. On va suivre ça, évidemment. Les feux aussi dans l'Ouest, Vincent nous le disait. Le brasier a atteint la municipalité de Laronge dans le nord de la Saskatchewan. C'est aussi aujourd'hui une journée où la Banque du Canada va annoncer son taux directeur. Alors, dans le conflit et dans le contexte économique que l'on connaît, est-ce que le taux va demeurer inchangé? Il est à 2,75 % actuellement. Plusieurs économistes s'attendent à ce que la Banque centrale maintienne son taux directeur inchangé. Donc, ce sera vérifié. Et puis, au Québec, il y aura un rapport du protecteur du citoyen sur les délais dans les remises de certificats de décès, donc des gens qui sont décédés, pour qui ça a pris un temps fou avant de recevoir un certificat de décès, avec tout ce que ça implique comme complication. Il y aura un rapport donc du protecteur du citoyen là-dessus un peu plus tard aujourd'hui qui sera présenté. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux du matin. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.